Mesdames, Messieurs, Madame la députée, présidente de Reims Métropole, chère Catherine Vautrin, Monsieur le député-maire, cher Arnaud Robinet, Monsieur le président de ProFrance, cher Yves Jégaud, je salue aussi le co-initiateur de cette manifestation, Arnaud Montebourg, chers amis, je voudrais d'abord vous féliciter. À l'heure où on nous annonce la victoire définitive d'un capitalisme sans frontières, sans patrie et sans âme, à l'heure où la France se ploie sous les impôts et les difficultés de tous ordres, je trouve admirable que des chefs d'entreprise fassent le choix de maintenir ou de relocaliser leur production en France. Et je remercie tous ceux qui, à un titre ou à un autre, encouragent et soutiennent ce mouvement. Produire en France, que ce soit pour être consommé en France ou exporté à l'étranger, constitue en effet, à mes yeux, notre grand combat économique à l'heure de la mondialisation. Un combat essentiel si on veut revenir au plein emploi, et vous savez que c'est l'objectif que je me suis fixé pour le prochain quinquennat, si l'on veut financer notre protection sociale dans la durée, en la fondant sur des bases solides, si l'on veut rétablir notre balance commerciale, qui est lourdement déficitaire depuis près de 15 ans et encore de 46 milliards d'euros en 2015. Or, à force de choix désastreux, à force de repousser des réformes absolument nécessaires pour avancer au rythme de nos concurrents, à force d'augmenter les charges, les normes, les impôts de toutes sortes, nous avons délibérément sapé nos capacités productives. Et c'est là, de mon point de vue, qu'il faut voir la cause de la quasi-stagnation de notre produit intérieur brut depuis 2008, du chômage de masse, qui touche près de 6 millions de Français, de la destruction de centaines de milliers d'emplois industriels et de la fermeture d'usines, de l'exode de nos jeunes les plus qualifiés, du départ pour l'étranger de 4 sociétés du CAC 40 depuis 2015, Lafarge, Alcatel, Alstom, Technip. On va tout de suite préciser que pour moi, produire en France, ce n'est pas faire le choix du protectionnisme. Et je combattrai le discours protectionniste tout au long de cette campagne présidentielle parce que, à mon avis, c'est une idée folle. Cette idée que nous pourrions démondialiser l'économie, remonter dans le temps et faire comme si tout le reste du monde n'existait pas. Je pense que ce discours est absurde parce qu'il refuse de voir le monde tel qu'il est. La mondialisation n'est pas une décision politique, c'est une réalité. C'est le fruit d'évolutions technologiques inéluctables qui ont bouleversé le transport des hommes, des idées, des marchandises, des capitaux. En 1492, Christophe Colomb a mis 36 jours pour traverser l'Atlantique, il faut quelques heures aujourd'hui. Ce discours est en outre dangereux parce qu'il met en péril les milliers d'entreprises qui exportent en France et les millions de Français qui y travaillent. La France a réalisé 450 milliards d'exportations en 2015. Mais aussi parce que cela veut faire croire que les réformes ne sont pas nécessaires. Pourquoi faire des efforts s'il suffit d'augmenter les droits de douane? Et je note d'ailleurs que ceux qui adoptent le discours l'accompagnent de propositions fiscales et sociales qui suffiraient à elles seules à nous mettre à genoux. Ce discours est enfin funeste parce que le protectionnisme, c'est la guerre commerciale. La guerre commerciale, c'est l'arrêt des échanges, c'est la fermeture au monde et peut-être la guerre tout court. N'oublions pas les leçons du siècle dernier, ce n'est pas si loin. Ce que je propose pour continuer à produire en France, c'est de reprendre l'offensive. Car, évidemment, refuser le protectionnisme, ce n'est pas choisir le statu quo ou renoncer à agir. Notre déclin n'a rien d'inéluctable, il a des causes connues, le poids des impôts et des normes, la complexité du droit social, une administration qui est plus prompte à sanctionner qu'à conseiller, une politique commerciale trop naïve qui pénalise nos champions industriels. Eh bien, tous ces maux, il est temps d'y remédier. Vous connaissez les paroles du maréchal Foch prononcées lors de la dernière bataille de la Marne qui pourraient s'appliquer à notre situation économique. « Mon centre cède, ma droite recule, situation excellente, j'attaque ». Le premier acte de mon offensive, ce sera de recréer un environnement compétitif favorable à la production en France. La France développera à nouveau ses capacités productives le jour où elle sera réellement redevenue compétitive, quand nos entreprises seront libérées du carcan social, fiscal, réglementaire qui les entrave aujourd'hui. Et je voudrais vous donner
dans cet état d'esprit quelques-unes de mes propositions. Nous devons en finir avec l'instabilité fiscale, et c'est la raison pour laquelle je proposerai, si je suis élu, une loi de programmation fiscale quinquennale votée dès 2017 et qui contiendra l'ensemble des mesures pour le quinquennat. Je m'opposerai simultanément au vote de mesures fiscales, comme on en vote trop aujourd'hui par des cavaliers budgétaires, souvent en dehors du cadre des lois de finances. En finir avec l'instabilité fiscale, c'est aussi refuser de toucher aux dispositifs qui ont fait leurs preuves. Je pense notamment au crédit d'impôt recherche, qui est excellent, qui est devenu un outil majeur de soutien à l'innovation et qu'il faut sanctuariser. Il l'a été d'ailleurs au fil des gouvernements successifs. Cette loi de programmation fiscale visera bien entendu à réduire le poids des prélèvements pour redonner aux entreprises les marges dont elles ont besoin pour investir, pour innover, pour se différencier de leurs concurrentes. Elle allègera de 11 milliards d'euros le montant de l'impôt sur les sociétés en ramenant le taux normal à 30% et en créant un taux de 24% pour les PME. Je me réjouis d'entendre ce matin qu'in extremis, à quelques mois de la fin du quinquennat, le gouvernement reprend cette proposition, en moins bien, si je peux dire. 28% pour les PME en 2017, mais plafonné à un certain montant de bénéfices, alors que je souhaite aller à 24%, et 28% pour toutes les entreprises dans le cours du quinquennat. C'est un peu la formule des chèques en bois qui se multiplie en ce moment. Moi, je répète que c'est dès le début du quinquennat que je fixerai la règle du jeu fiscal sur la durée. Cette loi de programmation allègera aussi de 10 milliards d'euros supplémentaires les cotisations sociales patronales au travers d'un mécanisme de TVA sociale difficile à faire comprendre à nos concitoyens, mais je l'expliquerai, parce qu'il profitera directement et exclusivement à la production nationale et en particulier à la production industrielle. La TVA est un impôt intelligent. Il a été inventé d'ailleurs par un inspecteur des finances français, Maurice Laurey, donc il est forcément très bon. Et il dope, vous le savez bien, nos exportations et taxe nos importations. Cette loi de programmation réformera enfin notre système fiscal pour qu'il cesse de fonctionner comme un piège contre l'investissement en remettant de l'ordre dans la fiscalité de l'épargne et en particulier en supprimant l'ISF et en revenant à une taxation forfaitaire des revenus du capital. Je prendrai le risque de dire cela aux Français pendant ma campagne et de les convaincre de l'opportunité de cette réforme. Nous devons en même temps moderniser notre droit social et c'est la raison pour laquelle je souhaite que les seuils sociaux soient gelés pour 5 ans, que le compte pénibilité, qui est un petit chef-d'œuvre bureaucratique, soit remplacé par un autre dispositif pour tenir compte de la pénibilité du travail, que la rupture du CDI, qui devrait redevenir le contrat normal de recrutement de nouveaux employés, sera sécurisée en inscrivant au sein même du contrat de travail des motifs prédéterminés de rupture qui s'imposeront aux juges. C'est aussi pour simplifier la vie des entreprises que je propose de sortir enfin des 35 heures en portant à 39 heures la durée de référence, mais en laissant à chaque entreprise le soin de décider si elle veut travailler 35, 36, 37, 38, avec une augmentation proportionnelle du salaire. Nous devons enfin réformer profondément notre administration, pas seulement pour en diminuer le coût. Je vous rappelle que la masse salariale pèse à peu près le quart de la dépense publique globale, des 57% de dépenses publiques et 40% de la dépense publique de l'État, mais aussi pour rendre possible les baisses d'impôts et aussi pour rendre cette administration plus ouverte, pour y développer le principe de confiance dans les relations avec les usagers. En un mot, pour que l'État devienne un point d'appui et un allié pour les entreprises plutôt qu'un boulet ou un ennemi. Quand une entreprise triche, il faut la sanctionner, mais quand elle hésite devant la complexité du droit fiscal ou social, il faut la conseiller et lui reconnaître un droit à l'erreur. Nous devrons moderniser notre dialogue social et c'est la raison pour laquelle l'accord d'entreprise devra devenir la norme de droit commun. Le référendum d'entreprise pourra s'imposer en cas de blocage des syndicats. Le temps consacré à l'exercice d'un mandat syndical ne pourra plus dépasser 50% du temps de travail et le nombre de mandats syndicaux successifs pouvant être réalisés sera limité à 2. Il faudra également... Le problème de ce chronomètre, c'est que ça nous pousse à parler vite. C'est déjà ma mauvaise habitude, mais enfin voilà, je vais essayer quand même de garder le tempo. Il faudra également encourager les entreprises à prendre toujours plus conscience de leur responsabilité sociale et environnementale, et j'ai bien écouté ce qu'a dit Mme Duflot à l'instant, qui peut leur donner un avantage sur leurs concurrentes étrangères si le consommateur est suffisamment sensibilisé à l'importance de ces comportements. Je trouve qu'on aborde trop souvent la question du travail en France en termes de quantité.
les 35 heures, l'âge de la retraite, l'absentéisme, et pas assez souvent en termes de qualité. Je veux que l'entreprise redevienne aussi un lieu de bien-être au travail, de recherche de motivation pour les salariés, pour les collaborateurs, de prise de responsabilité, bref, de participation, idée chère à tous les gaullistes, d'actionnariat dans l'entreprise privée. L'entreprise moderne puisera aussi sa productivité dans la qualité des relations de travail en son sein. Des progrès restent à faire pour généraliser cette exigence, cette pratique du dialogue. Bien des entreprises montrent la voie, ainsi Michelin, qui sauve 2 sites industriels grâce à un accord sur la durée du travail. Je voudrais être sûr qu'Alstom a bien préparé le terrain avant l'annonce brutale qui vient d'être faite sur la suppression d'un site industriel. Il faut réouvrir le dialogue avant de prendre de telles décisions. Toutes ces réformes qui touchent au cœur de notre modèle économique et social seront difficiles à mettre en œuvre. J'en ai parfaitement conscience. Pour certaines d'entre elles, elles ont déjà été promises à plusieurs reprises et beaucoup de Français doutent de notre capacité à la mettre en œuvre. C'est pourquoi, pour répondre à ce doute, souvent répandu auprès des chefs d'entreprise, nombreux dans cette salle, je veux incarner une politique crédible, sérieuse, dans laquelle les Français peuvent avoir confiance. J'ai consacré beaucoup de temps à travailler à la méthode de mise en œuvre de toutes ces réformes, à leur rythme, à leur coût, avec les équipes qui les mettront en œuvre. Le deuxième axe de mon offensive sera de soutenir nos entreprises dans la mondialisation chaque fois que c'est utile, et c'est toujours utile. Refuser le protectionnisme, ce n'est pas choisir le désarmement unilatéral et renoncer à défendre nos intérêts économiques et commerciaux dans un monde ouvert. Au-delà de la création d'un environnement compétitif dont je viens de parler, l'État a un rôle à jouer dans la défense et la promotion de la production nationale. Il faut voir le monde tel qu'il est. La Chine subventionne des pans entiers de son industrie. L'Inde protège ses marchés, avec des droits souvent prohibitifs. Les États-Unis mettent la recherche et la commande publique au service de leurs entreprises. La France et l'Europe ne peuvent pas être les seuls à ouvrir leur marché sans contrepartie, à accepter le jeu du marché sans limite et l'investissement étranger sans contrôle. Il faut d'abord soutenir nos entreprises sur le marché domestique. Elles ont besoin, pour produire, et en particulier de ce marché domestique, je pense au marché français, à l'ensemble des labels et des guides qui incitent à consommer français, dont le vôtre. Ils doivent être encouragés. La prise de conscience des consommateurs, de plus en plus sensibles à l'impact économique, social et environnemental de leurs choix, peut naturellement ouvrir de nouveaux débouchés aux productions françaises. Je pense aussi à l'Europe, au marché commun, dont nos entreprises ont absolument besoin pour se développer. Nous devons réfléchir aux conditions d'accès des entreprises étrangères à nos marchés publics. Je remarque que les États-Unis ont obtenu que les TGV d'Alstom soient fabriqués sur leur sol, comme l'Inde avec les Rafales et la Chine avec les Airbus. C'est pourquoi je suis favorable à ce que nos PME aient un accès privilégié à nos marchés publics, au travers de ce dont on parle depuis longtemps et qu'on n'a pas véritablement réalisé, un Small Business Act européen et français qui favoriserait l'accès de certains marchés aux PME européennes et françaises pour favoriser leur croissance. L'Europe devra aussi favoriser l'émergence de champions européens, ce qui nécessitera de revoir la philosophie de la concurrence qui prévaut à Bruxelles depuis les années 1958, afin de permettre des rapprochements qui seuls nous permettront de constituer des firmes à l'échelle mondiale. Je veux en second lieu défendre nos intérêts dans les négociations internationales. Je crois que le commerce est bon pour la croissance, mais je me méfie des idéologies. Les accords commerciaux que l'Europe négocie en notre nom ne sont pas bons ou mauvais par nature, tout dépend de leur contenu. Bien négociés, ils peuvent favoriser la croissance, bénéficier aux populations, créer des emplois. Mal négociés, ils peuvent aboutir au résultat inverse. Les négociations du TAFTA, engagées par l'Europe et les États-Unis depuis 2013, montrent à quoi peut ressembler une négociation déséquilibrée, en défaveur de l'Europe, qui perdrait sa souveraineté en matière de santé, d'environnement ou de droits des entreprises, sans même parler de pans entiers de notre économie, je pense en particulier à notre agriculture, qui ne sont pas aujourd'hui en état de faire face à un surcroît de concurrence et qui seraient un peu plus déstabilisés par cet accord. Tout n'est certes pas à jeter dans le TAFTA. Il nous permettrait aussi d'accéder à certains marchés sur le marché nord-américain, mais en l'état, il n'est pas acceptable. Nous récupérerons en 2017 une négociation qui a été mal engagée dans l'opacité. J'ai une certaine expérience dans ce domaine. En 1993, au nom du gouvernement français,
dans le cadre de la négociation du GATT, je me suis opposé à un accord commercial qui était mauvais et nous avons obtenu qu'il soit remis en cause. Je n'ai pas changé d'avis, je crois qu'il faut savoir dire non à un mauvais accord et je suis déterminé à le faire si celui-ci n'évolue pas. Je veux aussi protéger nos entreprises contre toute forme de dumping. L'Union européenne hésite plus que les États-Unis à utiliser ces armes anti-dumping. Je suis en particulier favorable au renforcement des outils de lutte contre le dumping social ou environnemental qui permettra de protéger nos entreprises. Nous devrons lutter contre le dumping fiscal, y compris celui qui existe encore au sein de l'Union européenne et qui est intolérable. Les initiatives du G20 en matière de lutte contre l'érosion des bases fiscales et le transfert de bénéfices constituent un premier pas. La Commission doit poursuivre le travail d'harmonisation de l'impôt sur les sociétés. La condamnation d'appel à reverser 13 milliards d'euros à l'Irlande, qui a malheureusement fait appel de cette décision, va dans le bon sens. Les poursuites contre Google aussi. On parle souvent de la faiblesse de l'Europe. Je constate que quand l'Europe veut, elle peut. Je veux aussi me battre pour que nos grandes entreprises soient soumises aux mêmes règles que celles de nos principaux concurrents. Je pense notamment à nos banques et à nos assurances, sur lesquelles on a fait peser des règles très contraignantes, à juste titre, après la crise qu'on a connue en 2008, mais des règles qui brident notre économie et auxquelles les États-Unis refusent de se soumettre, alors même qu'ils sont au premier rang pour leur élaboration et leur adoption dans le cadre du comité de Bâle. Bâle 3, c'est bien, il faut s'arrêter là. Je pense aujourd'hui, celles qui sont en préparation doivent être énergiquement refusées dès lors que leur seul effet serait de pénaliser le financement des économies européennes, à commencer par la nôtre. Je veux enfin soutenir nos entreprises dans leur effort à l'exportation. La France dispose de ce point de vue d'une large palette d'outils de financement, garanties, prêts du Trésor, fonds d'études et d'aide au secteur privé, fonds d'expertise technique et d'échange d'expérience gérés par l'AFD, 300 millions d'euros au total chaque année. Ces dispositifs sont un maquis peu accessible aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire. Un effort de simplification drastique devra être engagé. Le transfert de la gestion des garanties publiques de Coface à Bpifrance en 2016 est une première étape sur laquelle je veux m'appuyer pour créer à terme une véritable Exim Bank à la française autour de Bpifrance qui regrouperait toutes les aides à l'export, assurance-crédit, prêts souverains et subventions. Voilà, mesdames et messieurs, la bride abattue. Et je vais tenir le pari. Il reste 2 minutes encore. Les contours de l'offensive que je propose. Une offensive résolue, vous le voyez, une offensive que je veux conduire au service des entreprises, parce que c'est au service de l'emploi, avec tous ceux qui croient à l'avenir économique de la France. Et pour ma part, j'y crois plus que jamais. J'ai parfaitement conscience des handicaps extraordinairement lourds qui pèsent aujourd'hui sur notre économie et sur nos entreprises, faute de réformes courageuses et cohérentes, mais j'ai aussi la conviction que nous avons tous les atouts pour rebondir, pour reconstruire une France puissante sur une économie de croissance et de plein emploi. Et c'est le message d'espérance et de confiance que j'adresserai sans menacer aux Françaises et aux Français dans les temps qui viennent. Je vous remercie de m'avoir écouté. 1 minute 57 encore pour vous redire à nouveau merci.